Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite des cols du lundi sur la précipitation. Et donc on va attaquer par un premier exercice qui va nous parler de séparation du zinc et du cuivre par précipitation de sulfure. Alors ça, c'est des stratégies qui sont souvent utilisées dans l'extraction de minéraux. C'est-à-dire que en fait, on va obtenir un minerai qui contient plusieurs sortes de métaux, et évidemment, le taux de pureté n'est pas suffisant. Et donc on va essayer de dissoudre les métaux contenus dans le minerai dans une solution aqueuse, et ensuite on va essayer de trouver une stratégie pour faire précipiter un composé métallique sans faire précipiter les autres. Et donc comme ça, par filtration, on va pouvoir isoler ce métal des autres, simplement en récupérant le solide et en laissant la solution en dessous. On réitère ensuite l'opération pour isoler un métal des autres, et ainsi de suite. Donc ici on va voir notamment s'il est possible de séparer du zinc et du cuivre par précipitation de sulfure. Alors ZNS, vous vous rappelez, c'est une structure cristallographique assez connue sous le nom de blinde. Donc ça c'est un des réseaux cristallins ioniques que vous êtes censé connaître. Alors ici on nous parle donc de solutions de nitrate de zinc et de nitrate de fer, donc on a combiné les deux métaux, dans de l'acide nitrique à pH 0,5, et on a une solution qui est saturée en sulfure d'hydrogène H2S, de telle sorte que H2S vaut 0,100 mol par litre. Il faut identifier les espèces soufrées susceptibles d'être présentes en solution et tracer leur diagramme de prédominance en fonction du pH. Alors ici, H2S. Si on lit dans les données, on constate que l'on nous donne 2 pK, pKa1, pKa2. Et donc on sait que ici, la liste des espèces soufrées disponibles, ce sera une liste à établir en fonction de couples acido-basiques. Et même si on va un petit peu plus loin, on constate notamment que H2S est un diacide. Et donc qui dit diacide dit que l'on va avoir deux hydrogènes qui sont susceptibles de quitter H2S pour former respectivement HS- et S2-. Alors ici, donc, on sait que quand le pH est inférieur au pKa d'un couple, c'est l'acide du couple qui prédomine. Au-delà, c'est la base. Donc là, on va avoir un premier pKa1 donc, qui vaut 7, qui constitue la frontière entre H2S et HS-. Et à 12,9, j'ai un pKa2 qui va constituer la frontière entre HS- et S2-. Alors, ici donc les espèces soufrées en solution, ça va être H2S, HS-, S2-, et les pH frontières entre les domaines de prédominance vont être respectivement 7 et 12,9. Alors, on nous dit ensuite d'écrire l'équation bilan qui traduit la précipitation du sulfure de zinc. Alors, sulfure de zinc, ce sera ZNS. Donc ici, on va avoir Zn2+ en solution, plus S2- en solution, qui va donner ZNS solide. Donc réaction de précipitation, le solide et le produit. Et derrière, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de trouver la condition de précipitation du sulfure de zinc. Alors si on relit la question, on nous demande quelles conditions doit vérifier la concentration molaire S2- pour ne pas observer la précipitation de sulfure de zinc. Donc, ici, on va travailler sur la condition de précipitation. On sait que le quotient de réaction initiale, donc ici qu'on va appeler QI, ce sera pour la réaction de précipitation, QI qui vaudra 1 sur Zn2+ initial fois S2- initial. Okay. La constante d'équilibre de cette réaction, K, on sait qu'elle vaudra 1 sur Ks.
Et pour qu'il y ait précipitation, eh bien, il faut ici que la réaction puisse aller dans le sens 1, et si la réaction va dans le sens 1, eh bien ça veut dire que QI est inférieur à KS, à 1 sur KS, pardon. QI inférieur à K égale 1 sur KS. Donc finalement, ça nous donne ici que si QI est inférieur à KS, c'est que Zn2 plus initial fois S2 moins initial est supérieur strict à KS. Donc là, on retrouve bien la condition de précipitation classique. Le produit des concentrations initiales des deux ions constitutifs donne bien quelque chose de supérieur au produit de solubilité, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'ions au départ en solution pour que le solide se forme et qu'il en reste en solution, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui s'installe. Donc ici, on sait une chose, on sait que on a une solution de nitrate de zinc et de nitrate de fer à la concentration C qui vaut 1 10-4 mol par litre. Donc si on part du principe que Zn2+ initial vaut C, eh bien on va en déduire assez vite que la condition c'est que S2- initial soit supérieur à KS sur C. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une quantité suffisante en S2- au départ pour qu'il y ait précipitation. Donc, à l'inverse, ici, si on n'observe pas de précipitation, eh bien, on doit avoir l'inégalité stricte S2- initial inférieure à KS sur C. C'est-à-dire que si je n'ai pas suffisamment de S2- au départ, eh bien, je n'arriverai jamais à faire précipiter le solide. Alors, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Alors là, on a vu la condition de non-précipitation. Derrière, on nous demande de trouver le domaine de pH pour lequel il n'y a pas de précipitation du sulfure de zinc. Donc domaine de pH de non-précipitation. Alors, là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va essayer de trouver une égalité qui va permettre d'exprimer S2- en fonction des données du problème. Alors, ici, je sais une chose, je sais que je travaille, on nous dit cette solution est saturée en sulfure d'hydrogène de telle sorte que H2S reste fixe. Donc, on va prendre H2S égale 0,100 mol par litre fixé. Ensuite, on sait qu'on a deux constantes d'acidité, Ka1, Ka2. Ka1, donc qui vaudra HS-, concentration en base, fois H3O+, donc on va prendre une notation plus compacte, petit h sur H2S. Ka2, qui vaudra S2- fois petit h sur HS-. Et donc en combinant un petit peu ces équations, je vais pouvoir me débarrasser de la concentration en HS- que je ne connais pas. Ainsi, je vais pouvoir dire que S2-, alors vous voyez, je vais multiplier K1 par Ka2, ça va me donner quelque chose de simple.
K1 fois Ka2, eh bien ça va me donner S2- fois H au carré sur H2S. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est que H2S étant fixé, eh bien je vais pouvoir avoir une expression très simple de S2-. Donc S2- qui vaut K1, K2 fois H2S sur petit h que j'élève au carré. Alors, maintenant j'ai une expression de S2-, et ici j'ai une condition que doit vérifier S2-. Donc en reprenant la condition de non-précipitation, eh bien je vais pouvoir définir un domaine de pH. Donc la condition de non-précipitation ici, c'est que S2- doit être plus petite que Ks sur C. Donc ceci me donne que K1, K2 fois H2S, qui est fixé, on le rappelle, sur H au carré, doit être inférieur strict à Ks sur C. Alors là, on me demande, si je relis la question, de trouver le domaine de pH pour lequel il n'y a pas de précipitation du sulfure de zinc. Donc ici, je vais passer à moins logarithme cette expression pour avoir une inégalité sur le pH. Alors, je prends moins logarithme de l'expression qui est là. Alors, je vais avoir moins log de K1, pKa1, moins log Ka2, pKa2, moins log H2S, plus, ici, alors plus quoi? Plus, eh bien, 2 log de H3+, donc moins 2 fois le pH, qui doit rester inférieur à pKs plus log de 1 sur C, enfin moins log de 1 sur C, donc plus log de C. Donc en réagençant un petit peu le calcul, je vais avoir le pH qui passe ici. Donc il faudra que le pH soit supérieur, enfin que le pH... Mince, j'ai fait une bêtise. Alors ici on reprend. Donc comme j'ai passé au moins log, donc vous voyez là, attention, je suis allé un peu vite, et j'ai fait une ânerie. Quand je passe au moins log, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien je dois changer le signe de l'inégalité, car j'ai changé le signe ici, et que je sais que log est une fonction strictement croissante. Donc, je vais avoir une inégalité qui va être vérifiée dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? Eh bien, ce qui m'a mis la puce à l'oreille ici, c'est que je m'attends à limiter la quantité de S2-. D'accord? Or, je sais, depuis le début, que la quantité de S2- augmente avec le pH. Donc, il faut forcément que je fixe une limite supérieure de pH si je veux limiter la quantité de S2- en solution. Donc là, j'ai bien un changement de signe de l'inégalité que j'ai oublié au premier abord. Donc là, pensez-y, voilà, n'allez pas trop vite dans ces calculs, l'erreur de signe n'est jamais très loin. Alors vous voyez pourquoi je me suis rendu compte qu'il y avait une petite erreur de signe. Je m'en suis rendu compte car j'ai vu que j'allais fixer une limite inférieure du pH, ce qui n'est pas cohérent avec le fait que je voulais limiter la concentration en S2-. Donc ceci étant dit, je vais pouvoir maintenant mener le calcul à son terme, et je vais bien avoir pH qui va être inférieur strict à pKa1 plus pKa2 moins log H2S
moins pKs plus log C. Alors ici, moins log C, donc. Le tout divisé par 2. Donc, je vais multiplier par 1,5, ce sera plus facile. Hop. Donc là, j'obtiens l'expression du pH frontière, c'est-à-dire le pH qui permet ou non l'existence du solide. Donc ici, je vois que le pH frontière est à 0,55. Donc ce que je peux dire, c'est que qu'il n'y a pas précipitation du sulfure de zinc tant que le pH est inférieur à 0,55. Alors, ceci étant dit, maintenant je vais essayer de voir si je peux séparer les sulfures. Alors ça, c'est l'objet de la dernière question. On nous demande si pour la solution étudiée, la séparation entre les deux sulfures est possible, et il faut justifier la réponse. Ça veut dire qu'on attend un calcul, ou au moins une explication qualitative propre, scientifiquement, pour trouver le résultat. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, par un raisonnement identique, donc au raisonnement précédent, on va établir le critère donc le pH frontière finalement, ici de non-précipitation, ou de précipitation au choix, du sulfate, enfin du sulfure de cuivre. Pas du sulfate, du sulfure de cuivre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, si on reprend le calcul précédent, on constate que si on remplace Cu2+, par Zn2+, au fait, le calcul reste stable. Donc, on va simplement remplacer le pKs qui était donné ici de ZnS par le pKs de CuS. Donc là, je vais encore réécrire que le pH doit être inférieur à la moitié de pKa1 plus pKa2, ça ne bouge pas, c'est les mêmes couples vu qu'on parle toujours du soufre, moins pKs, alors ici on peut appeler ça pKs' si on veut, avec ici pH', moins log C qui n'a pas bougé, c'est toujours la même concentration, moins log de la concentration effective en H2S. Alors on constate une chose, c'est que, qui est relativement logique aussi, c'est que plus la concentration va augmenter, plus la précipitation sera rapide et plus le pH ici sera faible. Même chose pour le pKs. Donc, plus le pKs est bas, enfin plus le pH sera haut, à l'inverse, plus le pKs est élevé, plus le pH de précipitation sera bas. Donc ici, on s'attend à avoir un pH plus faible pour le cuivre, enfin pour le sulfure de cuivre, que pour le sulfure de zinc. Et ça, on va le constater très vite. pH' frontière vaut en effet moins 5,15. Donc là, c'est une valeur qu'on pourrait qualifier quelque part d'aberrante. Et surtout, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que, quoi qu'il arrive,
il y a précipitation de CuS. Donc, si quoi qu'il arrive, il y a précipitation de CuS, ça veut dire que pour séparer les deux métaux, il faut se placer dans une zone de pH où CuS précipite et pas ZnS. Donc ici, comment formuler la question? On va s'inspirer de la formulation. Pour séparer les deux sulfures, donc on se place dans une zone de pH où CuS solide précipite mais pas ZnS. Donc ici, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir un pH qui appartient à 0,55. Et dans cette zone de pH, eh bien, on sait qu'il y aura précipitation sélective de sulfure. Donc, c'est-à-dire que si l'on filtre une solution dans cette zone de pH, on va récupérer CuS solide, mais pas ZnS solide qui n'est pas encore formé. Donc, à ce moment-là, eh bien, il suffit d'avoir un filtre, et finalement, dans le filtre, voilà, imaginez, on se place dans la bonne zone de pH, on verse la solution dans un entonnoir donc muni d'un papier filtre, tout simplement. Hein. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va récupérer ici CuS solide qui aura été filtré. Et ici, on va récupérer en solution Zn de plus et S de moins. Donc là, ce qui va se passer, c'est que derrière, eh bien, une fois qu'on aura séparé CuS solide, une fois CuS solide récupéré, on peut augmenter le pH pour faire précipiter ZnS solide. Donc ça, c'est des stratégies que vous allez croiser assez souvent dans les sujets. Hein. Des choses comme ça qu'on va mettre en place en disant, bon, on a deux ions qui vont, deux ions métalliques souvent, qui vont interagir avec un autre ion présent couramment en solution aqueuse. Et en fonction des valeurs de pH, on va avoir un solide qui va se former et pas l'autre. Et donc derrière, on peut vous proposer comme ça d'élaborer une stratégie qui va permettre de récupérer un solide puis l'autre. Et donc là, la notion qui se cache derrière, c'est une notion de précipitation sélective, c'est-à-dire qu'en ajustant bien les conditions expérimentales, on va réussir à faire précipiter l'un sans faire précipiter l'autre. Alors évidemment, bon, on a un problème dans la solution en dessous, dans la mesure où il restera toujours un petit peu de Cu de plus et de S de moins. Donc autant on aura du CuS solide avec un très bon degré de pureté, autant le ZnS ici va précipiter en même temps que du CuS, donc restera quand même avec une certaine impureté. Donc si on veut récupérer le cuivre
La méthode est très bonne, si on veut récupérer le zinc, on a un petit problème. Bon, ceci étant dit, donc ça clôture le premier exercice de colle du lundi sur les précipitations. Donc vous voyez que ça mélange aussi des notions en lien avec les pH, etc. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, et je vous annonce la suite au prochain épisode.